Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Cela fait près d'une année que je ne l'ai reçu et j'ai voulu le recevoir parce que celui qui préside aux destinées de l'association des exportateurs algériens en sait un gros bout sur l'évolution de ce marché. Alors, où en est l'export ? Faisons le point, chiffres à l'appui. C'était morose jusque-là. On nous a demandé de regarder vers le continent africain. Il n'y a que de maigres opérations qui y sont faites. Alors j'ai voulu vraiment en savoir plus. Ali Baynasri, bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis que je vous ai vu, est-ce que nos exportations hors hydrocarbures ont évolué ou non ? Évolué. Enfin, bien, elles ont évolué, mais est-ce qu'elles ont bien évolué ? Elles ont évolué en valeur, non. En valeur, si on compare par exemple 2016 par rapport à 2015, et on est passé de 2 milliards en 2015 à 1,8 milliard donc en 2016, donc il y a une régression assez légère. Mais ça a évolué dans la structure, c'est-à-dire qu'actuellement, si on prend par exemple 2016, il y a de nouveaux produits qui viennent pour la première fois s'inscrire donc dans le panel des produits exportés. Je pense notamment donc aux machines à laver, c'est la première fois donc qu'on exporte des machines à laver. Les câbles électriques, c'est aussi un composant donc est nouveau. La téléphonie mobile, donc il vient aussi donc s'inscrire dans ce panel de produits. Et là, nous sommes, disons que ça évolue dans le bon sens. Et dans l'agroalimentaire ? Dans l'agroalimentaire, nous assistons aussi donc à, je dirais pas un frémissement, mais en tout cas un engouement très important au niveau de l'exportation des produits agricoles. Actuellement, beaucoup d'acteurs, beaucoup de petits exportateurs sont dans ce créneau-là. Et à titre d'exemple, l'aéroport de Houari Boumediene, et on venait, ça fait 1 an et demi, on venait pour exporter au niveau soit donc du pavillon national d'Algérie, on venait, on déchargeait, il y avait toujours de la place et beaucoup d'espace vide. Actuellement, il y a de l'encombrement parce que c'est plein. C'est plein de petits exportateurs, plein de produits, et ça montre qu'il y a un engouement, ça montre qu'il y a un intérêt, et ça montre surtout qu'on a des produits qui sont peut-être progressivement crescendo, mais qui s'inscrivent à l'exportation. Ça, c'est le bon signe. Comment ça se passe au niveau de l'aéroport, justement ? Je vous avais vu prendre des photos d'un fameux scanner où on faisait passer des pommes de terre. Alors, ça a évolué ? Oui, ça a évolué. Donc, on a mis la pression. Ça a fait beaucoup de bruit. Et il y a eu même des dommages collatéraux qu'on n'a pas voulu. C'est-à-dire, il y a des personnes sanctionnées que nous avons, disons, considérées comme si ce n'était pas de leur faute du tout. Le scanner, c'était un petit scanner. Le scanner, sa gestion, du moins, et il appartient à le GSA, donc c'était le GSA qui devait réagir, ça n'a pas été fait. Mais la pression qu'on a exercée donc, sur le ministère des Transports a fait qu'un nouveau scanner actuellement est en cours d'installation au niveau scanner fret. Ça, c'est éminemment important. Les choses vont, ça va peut-être à un rythme qui n'est pas le nôtre, ce que nous souhaitons. Mais en tout cas de cause, ça évolue dans le bon sens, parce qu'il était temps. On m'appelle. Ça fait un mois et demi, on m'appelle pour me dire que le scanner est en panne, parce qu'il était trop vieux. D'accord. Il y a des pannes assez souvent. On est alors à quel chiffre aujourd'hui à l'export pour 2016 ? 2016, c'est 1,787 milliard. Actuellement, à fin mai, c'est-à-dire les 5 premiers mois, nous sommes à près de 900 millions de dollars d'exportation. Comment vous avez ces chiffres ? J'ai mes à chiffres une parce date que... aussi fraîche. Ça, c'est parce que je suis très proche donc, de la source d'information qui est le CNIS, et nous sommes des partenaires. Mais le CNIS a toujours du retard. Non, le CNIS, le CNIS fournit les chiffres en temps voulu.
D'accord. C'est-à-dire que le système informatisé de gestion automatique des données, malgré qu'il soit assez vieux, mais en tout cas... D'accord. Le CNIS, rappelons que le CNIS, c'est l'organisme statistique des douanes algériennes. Absolument. Il y a un système qui s'appelle le système SIGAD, c'est le système d'information de gestion automatique des données. Et ça, c'est comme ailleurs, il y a Sidonia, il y a Adil, il y a... D'accord. Alors au niveau des problématiques qui se sont toujours posées, et souvent elles étaient récurrentes, qu'est-ce qui a aujourd'hui évolué et où est l'espoir de voir évoluer ce qui bloque encore ou ce qui réagit mal encore? Ce qui réagit mal, c'est que c'est cette lenteur dans l'action. Nous sommes toujours dans le temps administratif, nous ne sommes pas encore dans le temps économique et dans le temps de l'action. Ça, c'est une réalité, c'est une tare, c'est une maladie qui est propre à notre administration. Et les données ont fondamentalement changé. Maintenant, nous croyons que c'est le moment d'un temps de rupture. D'abord, je reviens donc à l'allocution donc du Premier ministre concernant quand il était ministre du Commerce sur l'exportation. On a eu des rencontres avec lui. Il a dit qu'il était à fond donc, pour l'exportation. Maintenant, il est Premier ministre. Je pense que c'est aussi donc, le même état d'esprit, les mêmes décisions. Et maintenant, ça urge. Pourquoi ça urge? Nous avons un gouvernement qui est parti. Il y a un Premier ministre qui est parti. Et au moment je me rappelle, c'était après donc, la tripartite de 2011, en septembre 2012, quand le gouvernement de M. Sellal donc, a été installé, nous étions encore sous le choc, peut-être 2009, mais c'était un moment où le prix du pétrole était à $107. Et la moyenne de 2012, c'était à $111 exactement. L'excédent l'excédent en devises était de 194 milliards de dollars. 5 ans après, en 2017, au départ du gouvernement de M. Sellal, nous avons un excédent de la balance commerciale de 20 milliards de dollars. Quelles sont les données maintenant? Le challenge et le défi du nouveau gouvernement. Le fonds de régulation a chuté, a pratiquement perdu la moitié. Nous étions à 100 milliards de dollars à fin 2016. Là, en fin 2016, la balance commerciale était déficitaire de 20 milliards de dollars. C'est-à-dire, entre les deux, nous étions en excédent de 20, nous sommes en déficit de 20 milliards de dollars. C'est ça les nouvelles donnes de l'Algérie. C'est-à-dire qu'actuellement, si on n'avait pas de réserve, on serait allé chercher de l'argent ailleurs, parce que quand on exporte 29 milliards de dollars et on importe 47 milliards de dollars, le compte est vite fait. Il faut chercher de l'argent ailleurs pour compenser. On n'arrive pas, donc on n'a pas l'argent nécessaire pour que nous fonctionnons, que ce soit l'économie, que ce soit le reste. D'accord. Et alors, pratiquement, pour les exportateurs, qu'est-ce qui reste à faire avancer rapidement? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Et ce qui a toujours été dit. Pour aller de l'avant, il faut savoir d'abord où on en est. Je pense qu'on ne peut pas se dispenser d'un diagnostic. Mais le qui va diagnostic porter... Non, il n'y a jamais un diagnostic exhaustif. C'est quoi un diagnostic? C'est comme une entreprise. Une entreprise qui veut aller vers l'export, il y a une technique qui s'appelle le diagnostic export. Le diagnostic, c'est quoi dans une entreprise? C'est d'abord la volonté du dirigeant de cette entreprise à aller franchement vers l'exportation, parce que ça a un coût. Et le reste, voir les différentes fonctions. Le diagnostic, c'est quoi? C'est d'abord faire une étude sur les filières exportatrices potentiellement ou actuellement exportatrices. Consolider, voir les problèmes, régler d'abord les problèmes qui s'opposent aux entreprises qui ont le courage actuellement et qui assument l'exportation. Ça, c'est très important. Consolider. Si le gouvernement, si l'État ne le fait pas, ce travail, parce que vous dites qu'on n'a jamais fait de ce diagnostic, vous, l'Anexal, avec les opérateurs qui sont là, est-ce que vous ne pouvez pas faire ce travail? Non, on peut pas faire des... Parce que pourquoi? Ça relève de l'État. Ça relève de l'État, pourquoi? Parce que identifier les filières, ce n'est pas le rôle de l'association. Identifier les filières, et surtout, il y a ce qui est exportable,
et ce qui peut l'être demain. Ce qui peut l'être demain, ça veut dire quoi? Étudier notre positionnement dans le monde, comment s'insérer, quels sont les avantages comparatifs de l'Algérie, et ça a été fait, ça a été fait pendant une certaine période. Il y a eu les assises de l'industrie qui ont identifié certaines filières qui ont été reprises par l'ex-ministre de l'industrie. Il avait repris, donc on les connaît, c'est-à-dire de la pharmacie, de la mécanique, de l'électronique, tout ça, ça a été fait. Mais je pense que c'est le moment d'aller au fin fond des choses. C'est quoi? L'Algérie, par rapport à ses ressources naturelles, par rapport à son positionnement géostratégique, qu'est-ce qu'elle peut commercer avec le monde? Sur quel créneau, nous, on est capable de faire, et mieux que les autres. Donc, nous avons besoin de connaître notre compétitivité à l'extérieur. Nous avons des entreprises qui, malheureusement, compte tenu du tissu industriel qui est extraverti, la valeur ajoutée, comment améliorer le taux d'intégration en Algérie, comment augmenter la valeur ajoutée. C'est ça ce qui serait... D'accord, là vous êtes dans une vision prospective, dans une orientation stratégique. Mais c'est ça, c'est l'analyse, elle est macro d'abord. Elle est macro. Elle est macro. Je prendrai par exemple, est-ce que l'Algérie, on peut citer souvent, je cite souvent cet exemple, est-ce que l'Algérie est une puissance à un potentiel à l'export dans les produits agricoles ou pas? Oui, la réponse est oui. Comment répondre à une demande quels sont les marchés preneurs? Où est-ce qu'elle est cette demande pour la satisfaire? Nous savons que l'Europe importe l'équivalent de 60 ou 70 milliards de dollars de produits agricoles, que la moitié de l'Europe du Nord est sous le gel, et l'importation est très forte. Il n'est pas donc normal que les pays de la région exportent un potentiel assez important et que nous soyons dans le domaine des produits agricoles à hauteur de 50 millions de dollars. Ça, c'est inacceptable. Donc, comment faire? Comment identifier la demande? Comment répondre à cette demande? Comment installer toute la chaîne? Alors, la chaîne, et j'ai souvent fait cette proposition, est-ce qu'il y a un espace en jachère qui est très très important, 3 millions d'hectares de jachère, ce qui est énorme, ça a été dit par le ministre de l'agriculture précédent. Et là, pourquoi ne pas donner des terres en concession, des terres exportatrices? Parce que l'exportation des produits agricoles, ça répond à une demande, la planifier. On ne peut pas bénéficier de l'expérience des autres, ça veut dire quoi? On ne peut pas exporter de la tomate, parce que la tomate, nous avons des voisins qui exportent beaucoup de tomates, mais c'est beaucoup d'eau exportée à très faible valeur. Donc tenir compte, aller vers la valeur ajoutée. On a des produits sur l'avantage de l'Algérie, c'est quoi? C'est de pouvoir faire de l'extra-précocité, de la précocité, de l'arrière-saison et de la contre-saison. C'est cet avantage-là qu'il faut exploiter. Sur quelle terre, de quelle façon? Et là, on a besoin d'attirer le partenariat. On ne peut pas exporter les produits agricoles sans partenaire étranger. Pourquoi? Parce qu'on est absent, on ne figure pas dans les annuaires, dans les réseaux internationaux. Donc un partenaire qui vous apporte le savoir-faire, qui vous apporte l'expertise, qui vous apporte les réseaux, pour moi, c'est un passage obligé. Très bien. Alors, si on redescendait plus terre à terre, au niveau des guichets, au niveau de... Qu'est-ce que remonte vers vous de la part des exportateurs? Qu'est-ce qu'il est encore qui les bloque? C'est au niveau bancaire, au niveau des douanes, au niveau... ou bien est-ce que ça va, tout a été levé, y compris dans le rapatriement des fonds, quoi. Donc, comment ça évolue? Donc, dans la hiérarchie, des problèmes. Le premier, actuellement, c'est la réglementation d'échange. Et il est clair que la réglementation d'échange est absolument, dans le parti export, je dis presque obsolète. Obsolète dans quel sens? C'est que on ne tient pas compte de la finance telle qu'elle fonctionne au niveau de l'international. Si on prend un exportateur de n'importe quel pays, il est 100 fois mieux logé que nous. Dans quel sens? Il bénéficie de tous les outils de son pays. Il y a des financements donc à bonifier. Nous, on ne l'a pas au niveau de l'Algérie. On n'a pas. On a, je peux vous citer quelques exemples. Il y a un article, qui est l'article 29 du règlement 0701, qui est vraiment symptomatique
de l'obsolescence de la réglementation. Cet article subordonne la rétrocession de devises quand on exporte à la domiciliation préalable. Il dit que la domiciliation est préalable à tout transfert au rapatriement. Très bien. Ça veut dire quoi? Moi, exportateur, je fais une facture pro forma à un importateur étranger. Il me surprend en me virant très vite l'argent. Je reçois l'argent sans que je sois informé. Donc la banque me dit, voilà, vous avez reçu de l'argent, je vais domicilier. 2 jours après, 3 jours après, dès que j'ai l'information, je vais domicilier. C'est bien. Mais au niveau de la réglementation, c'est mal. Parce que vous vous dites, écoutez, vous avez fait ça avant la domiciliation. Vous avez reçu l'argent avant la domiciliation. C'est pas normal. Vous avez reçu l'argent très tôt. Mais je dis, où est le préjudice quand on reçoit l'argent avant même d'avoir exporté? Au contraire, on a gagné des journées, on a gagné des heures, on a gagné des semaines dans ce domaine-là. Où est le préjudice? Dites-moi où est-ce qu'il y a le préjudice. C'est le langage que j'ai tenu avec le directeur général du contrôle d'échange qui n'est plus, donc qui a été remplacé. Où je lui dis, où est-ce qu'il y a le préjudice? Il me dit, c'est le règlement. Qu'est-ce qu'il est le règlement? C'est le règlement, c'est vous qui l'avez fait ou c'est le règlement qui vous a fait? Donc, alors que dans d'autres pays, quand vous recevez de l'argent comme ça, mais c'est un bonus, c'est un bonheur, avant même d'avoir expédié. Donc, il y a aussi, quand vous recevez par exemple une avance au niveau de la réglementation des choses, voilà, j'ai une caution de garantie où je demande une avance parce que j'ai investi, parce que vous avez des exportations personnalisées. Moi, j'ai un client, je ne sais pas où, en France, ou en Libye, ou ailleurs, ou aux Émirats et tout. Il me dit, voilà, vous me faites, et ça c'est une réalité. Hein. Il y a un exportateur sur le marché irakien, l'importateur lui dit, écoutez, vous me faites un emballage à mes conditions, avec mes coordonnées, ça a un coût. Donc l'exportateur, il demande à ce que le coût soit absolument donc comptabilisé par avance. Il reçoit l'argent avant, 30% sur la commande. Il ne peut pas en bénéficier. Dans d'autres pays, on vous avance de l'argent. Là, vous recevez de l'argent. Un acompte, vous le regardez comme ça, vous avez une trésorerie qui est là, gelée, pour ne même pas l'utiliser. Oui, pourquoi? Et si par malheur, l'importateur rompt le contrat, et on va vous sommer de lui rendre l'argent alors que vous avez déjà investi dessus. Donc il y a sans parler de la nécessité maintenant à ce que l'entreprise algérienne soit visible à l'étranger. Visible, c'est une nécessité, c'est un outil, et c'est même encouragé dans tous les pays, sauf le nôtre. Nous, on ne comprend pas pourquoi les entreprises qui veulent ouvrir des showrooms, des bureaux de représentation, qui veulent faire, on a parlé de partenariat avec les Africains, on ne peut pas le faire. Parce que la réglementation empêche encore de sortir des sous. Elle empêche. Elle empêche pour différentes raisons. Parce qu'on vous dit que c'est la moyenne des 3. Le règlement 1404, il vous dit c'est la moyenne des 3 dernières années. Premier handicap. Deuxième handicap, pour l'Afrique, ils vous disent vous bénéficiez avec des pays à transparence fiscale. Et transparence fiscale, vous savez que dans certains pays africains, malheureusement, ça n'existe pas. Vous avez troisième aspect, on vous dit, là où il y a des réciprocités concernant donc la communication de l'information fiscale. Ça n'existe pas. Et en dernier lieu, on vous dit si la balance des paiements le permet. Actuellement, elle ne le permet pas. Donc, nous, ce que nous disons au niveau de l'association, au moins commençons par des gens qui ont des comptes exportateurs. Des gens qui ont les devises, on les autorise à aller les dépenser d'une façon ou d'une autre dans le cadre de la promotion des exportations. Pourquoi on ne les autorise pas? Moi, je connais des entreprises qui ont 500 000 $, qui ont 1 million de dollars dans le compte exportateur. Pourquoi ils ne peuvent pas ouvrir avec des showrooms à l'étranger? Et pourquoi tout cela prend, à votre avis, autant de temps à évoluer, à bouger? C'est que les gens qui nous gouvernent ont un double discours, c'est-à-dire entre le discours et la réalité de l'action, il y a un gap énorme. C'est-à-dire pourquoi les choses... On nous dit regardez vers l'Afrique, on nous dit il va falloir exporter, il va falloir diversifier, produire, et en même temps, les choses évoluent très lentement en termes de réglementation ou en termes d'action administrative. Mais c'est la question que nous posons. Logiquement, c'est la responsabilité. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre dans les instances
qui sont chargés de décider finalement des chefs d'entreprise. Enfin, on peut. Moi, je pense d'abord que c'est une question de volonté politique au niveau de cet aspect-là, de réglementation. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un décalage qui n'ont pas. Il y a un décalage, pourquoi? Parce que tout simplement, et c'est mon avis personnel, ça n'engage pas l'association, c'est que c'est la responsabilité du Premier ministre. C'est lui qui conduit la politique économique de l'État. Donc tout dépend du Premier ministre. Bien sûr que le Premier ministre a un rôle important dans la conduite. On a vu avec la cellule d'écoute, avec Belay qu'on avait initié nous le 2 janvier 2016, on a vu que tous les problèmes posés au niveau de la cellule, au niveau du ministère, ont été donc solutionnés au niveau de la primature, au niveau du Premier ministère. Et puis ça a coupé. Donc, est-ce que les préoccupations du Premier ministre sont ailleurs? C'est ça la question. Parce que ça suffit d'un déclic. Il suffit, après c'est une question technique. Et ce qu'il faut, nous en appeler un outil de pilotage. Oui, mais il y a un autre problème aussi, entre le déclic qui peut venir d'en haut, mais le relais électrique ne suit pas. Mais le relais, ça appartient d'abord. Je pense qu'il est question de savoir faire marcher leur machine. Mais absolument. Ça, c'est très, très facile. Je reviens donc aux orientations du président de la République. Un mot que j'ai retenu, qui m'a énormément donc satisfait, pour ne pas dire rendu heureux, c'est que la tendance est celle-là, c'est la diversification, c'est aller vers l'alternative contre le pétrole. Et le mot qui a suivi, qui est très très important, il n'est pas comme ça, il n'est pas venu comme ça, au hasard, il a dit, cette orientation sera maintenue, quel que soit le prix du prix du barreau du pétrole. Parce que le drame, c'était celui-là. En 2009, il était à 37. On a reçu un choc financier, on a fait une LFC, et puis par la suite, c'est plus rien. Oui, mais on attend de voir. Maintenant, j'y crois. Pourquoi j'y crois? Je pense que, je vous ai dit le contexte actuellement, qui est très difficile pour nous. Il y a un challenge, il y a un défi. J'y crois parce que le Premier ministre actuel bénéficie quand même, je ne dirais pas d'un délai de grâce. D'après les premiers contacts qu'on a eus, je pense que c'est un homme de rupture. Je pense que c'est un homme qui est capable d'aller très très vite et dans l'action. Et c'est ce qui nous manquait. Pourquoi il l'a déjà démontré? Il a déjà démontré avec la gestion donc, du commerce extérieur. Il est allé, disons, je dirais pour prendre une phrase, droit au but. Et je pense qu'on Vous l'avez connu quand il était au niveau du ministère du Commerce, c'était un bref passage, mais en tout état de cause, on a vu quelqu'un qui voulait donc aller dans l'action et qui voulait, parce que d'abord c'est un homme de terrain. C'est ce que nous retenons. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est un homme de rupture, parce que maintenant on n'a plus le choix. C'est un homme de terrain, je dirais, d'immobilier aussi. Oh, d'immobilier, ça. Dites-moi, on nous parle souvent d'Afrique, je le disais en introduction. Alors, c'est un leurre, l'Afrique, ou c'est une réalité, et à quelles conditions c'est une réalité? Très bien. Là, on revient toujours. Donc, moi, j'ai eu l'occasion d'en parler. Donc, vous étiez au Sénégal il n'y a pas longtemps. Oui, j'étais au Sénégal. On était tout dernièrement, donc, au niveau du Niger, on avait accompagné la grande commission mixte et j'avais donc parlé très brièvement avec le Premier ministre de l'époque, M. Sillel, sur les conditions de réussite du développement commercial, économique de l'Algérie vers l'Afrique. Nous avons une vision très, très précise sur la chose. Nous avons fait des propositions, soit au moment du forum, soit par la suite. Nous avons dit que aller vers l'Afrique, voilà les prérequis, les préalables ou les conditions. La première étant d'exploiter l'atout considérable de la proximité géographique. Le positionnement géostratégique de l'Algérie est unique. Nous sommes capables de toucher l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Mali. On accède directement au Sénégal, à la Côte d'Ivoire et à la République du Congo, et à travers le Niger, d'accéder donc au plus grand pays d'Afrique, c'est le Nigeria, vers le Burkina, vers le Togo, vers le Tchad et même vers le Cameroun à travers le lac Tchad. Nous avons 2400 km de façade. Et là, nous avons ce que j'appelle une veine jugulaire. Nous avons cette transsaharienne de 2400 km, pratiquement jusqu'à Assamaka, le premier poste frontière du Niger. Ça, c'est notre atout. C'est notre atout. Et d'abord, c'est une question de réduction de délai. Qui dit réduction de délai, réduction de coûts. Et ça permet
on peut aller même plus loin. À travers cette route, l'Algérie peut désenclaver le Niger et le Mali et la sous-région. L'Algérie peut améliorer le pouvoir d'achat de ces pays-là à travers la réduction des coûts. Parce que l'un des problèmes des pays enclavés, c'est la cherté des produits à cause justement du coût d'acheminement et des deals. Ça, c'est très important. Ça, c'est notre atout. La première des conditions, et ce qui est navrant, c'est que cette frontière s'ouvre tous les 15 jours pour le troc. Et elle ne s'ouvre pas pour le formel. Donc, pratiquement, c'est pas pour l'informel. Le troc, c'est pratiquement, c'est pas du formel aussi. Donc, elle s'ouvre, il y a 250 à 300 camions qui partent tous les 15 jours. Normal, il n'y a pas de problème de sécurité. Et nous, qui allons dans le cadre formel, qui ramenons de la devise, on nous dit non, il y a des problèmes. Alors, on ne comprend pas du tout. On ne comprend pas. Si elle était fermée pour tout le monde, j'aurais compris. Mais là, elle s'ouvre tous les 15 jours pour les autres. Et si j'ai pris, c'est un engagement, mais en tout cas, on peut multiplier par 10 nos exportations vers l'Afrique à travers l'ouverture de cette frontière. C'est capital. Ça, actuellement, parce que nous sommes au stade zéro, nous exportons à peu près 13 millions de dollars hors hydrocarbures. Et combien de temps ça peut mettre, cette mise en route? Non, c'est une question de décision. On peut nous dire demain, c'est bon, il y a le troc qui part, vous partez avec le troc, tous les 15 jours, il n'y a aucun problème. Et alors pourquoi ça bloque? C'est à cause de cette histoire de troc? Mais on ne comprend pas pourquoi. Mais justement, il n'y a aucune logique à la fermeture, au formel de cette frontière-là. Et aucune logique. Il n'y a pas un problème sécuritaire parce qu'elle s'ouvre. Il y a 300 camions qui quittent l'Algérie vers le Niger. Il y a aussi autre chose, on a proposé autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des Nigériens, des Nigérians, des Tchadiens qui écoutez, vous avez des problèmes. Nous, on n'en a pas, on vient chercher chez vous les produits. C'est pas possible. Donc, ça, deuxième condition, on ne peut pas développer le business en Afrique s'il n'y a pas de présence des banques algériennes en Afrique. J'avais même proposé, donc on avait proposé au niveau de l'Anexal, à ce qu'il y ait un consortium de banques, même si ce n'est pas la BOA, mais les banques publiques, les 5, un consortium, et qu'elles soient présentes de façon très forte, parce que chacune va apporter sa valeur ajoutée, chacune va apporter donc ses correspondants, il y aura donc une valeur ajoutée globale, une synergie globale de ces banques-là. C'est indispensable, c'est lui qui maîtrise la finance. Actuellement, les achats, plutôt les ventes algériennes, les exportations algériennes vers l'Afrique passent par des banques que tout le monde connaît. De l'Afrique, on va aller au Proche-Orient, le Qatar. Alors, l'Algérie, elle semble bénéficier à l'export d'une situation géopolitique là, au Qatar. Est-ce que, alors, qu'en est-il aujourd'hui? On exporte vraiment, donc le Qatar a besoin de certaines denrées et nous exportons, nous avons été sollicités au même titre que d'autres pays, c'est ça? Oui, enfin, on l'a entendu comme tout le monde, donc qu'on est sollicité pour l'export. Donc nous, le Qatar, les échanges, on a exporté en 2016 presque 2 millions de dollars, donc 1 million de dollars de truffes, que tout le monde connaît. Deuxième produit, donc c'est les dattes, à peu près donc 600 000 dollars. Et le reste, c'est de la pomme de terre, un peu de melon, mais surtout la pomme de terre. C'est les 3 produits qui totalisent après 2 millions de dollars, c'est rien. Le Qatar, c'est un gros pays importateur. Je vous donne des chiffres. Uniquement pour l'oignon, c'est une moyenne de 25 à 30 millions de dollars d'importation. C'est énorme. Donc, l'oignon, nous avons actuellement une condition, c'est-à-dire que nous avons des conditions actuellement tellement favorables pour pénétrer ce marché et durer. Comment? Nous sommes actuellement en une phase de surproduction agricole. Nous avons des prix extrêmement bas. Ça ne veut pas dire qu'on va les exporter à un prix à ce prix-là. Mais en tout cas, nous avons des produits comme l'oignon, il est connu, il est d'excellente qualité. Nous avons un prix extrêmement favorable, extrêmement compétitif. Et nous avons une demande qui vient d'elle-même. Qu'est-ce qu'on attend au niveau de l'agriculture? À ce qu'on mette en place un outil de pilotage pour cela. Pourquoi un outil de pilotage? Le risque qu'il y a, c'est de pénétrer le Qatar avec des produits qui seraient éventuellement... le Qatar va s'ouvrir vers le produit, mais il faudrait absolument
Donc, je ne dis pas contrôler, mais en tout état de cause, veiller à la qualité des produits qui sont exportés parce qu'on sera jugé et apprécié sur ça, pas uniquement sur le prix, mais en tout cas sur la qualité, donc veiller à cela. Nous n'avons pas actuellement la plateforme logistique, nous n'avons pas, c'est-à-dire la chaîne permettant donc du niveau donc, de la collecte du produit, de son triage, de son calibrage, de son conditionnement, de son emballage pour l'exportation. Pour l'instant, c'est très très peu. Pourquoi moi je fais cette proposition, que l'agriculture prenne en charge ce dossier très vite et très sérieusement. Frigomédite a l'avantage d'être sous tutelle donc, du ministère de l'Agriculture. Elle a la dimension, elle a donc les capacités pour faire du volume. Qui est Frigomédite? Frigomédite, c'est donc une société qui dépend du ministère de l'Agriculture, s'agit donc de conditionnement, de la conservation. C'est un organisme public. Public. Pourquoi public? Parce que ça nous permet d'un peu de contrôler un peu toutes nos exportations et est-ce qu'on fédère sous une forme de coopérative tous les exportateurs qui peuvent y aller vers cette direction. Aussi, le Frigomédite et le ministère de l'Agriculture connaissent les bassins de production, connaissent là où il y a de l'offre, comment la contrôler, comment la maîtriser et comment l'emballer. Je pense que Frigomédite peut aller dans ce cadre-là. Elle peut faire du volume. Les autres, bien sûr, sont libres d'y aller, mais ils ne feront pas du volume compte tenu des conditions, surtout de transport. Il n'en existe pas. C'est par fret aérien. C'est vrai que Qatar Airways donc, a des prix favorables à l'exportation. C'est généralement à peu près 40 dinars le kilo pour l'export. Mais je pense c'est un atout pour nous. Même si l'État doit revoir donc, ce qu'on appelle les frais de remboursement du fonds spécial, parce que c'est une occasion unique de montrer à un pays comme le Qatar et par donc phénomène de propagation au pays de la région que les produits algériens sont des produits de bonne qualité à un très bon prix. Juste un petit mot sur les ports, et ce fameux port qu'on doit construire parce qu'on a besoin d'un port pour développer aussi nos exportations. Oui. Ouais. Ce que je voudrais compléter, c'est que le Qatar aussi a un besoin très très important. Le Qatar importe à peu près 50 millions de dollars d'eau. Il importe à peu près 30 millions de dollars. Il importe pratiquement tout. Le laitage, c'est près de 80 millions de dollars. Tout ce qui est laitage et dérivé. Tout ce qui est donc jus, c'est après 20 ou 25 millions. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a une demande très forte dans tous ces produits-là. À nous de la saisir. Je pense qu'on a besoin d'un outil de pilotage. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a un organisme, je pense à Algex ou à la Nexal, qui essaye un petit peu de mettre en relation les opérateurs avec ce pays-là? Moi, je pense que la synergie de tout le monde est nécessaire. Je pense que sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Agriculture, d'Algex... Vous pensez, en fait, vous devriez être tous dans l'action déjà? Oui, j'ai une discussion... Parce qu'il y a d'autres pays qui prennent les marchés. J'ai une discussion justement tout à l'heure au niveau du ministère du Commerce avec un responsable sur cet aspect-là. Et je vais approcher aussi donc l'agriculture pour aller dans le sens de Vous avez dit tellement de bien de M. Tebboune que je vous soupçonne d'aller le voir bientôt pour lui demander des choses. Non, parce que je crois surtout... c'est peut-être, je ne pense pas me tromper, mais en tout cas, c'est un homme de rupture, c'est un homme d'action, et il a le poids politique pour cela. Il est dans une conjoncture favorable pour briser des tabous. Eh bien, c'est ce qu'on espère. Mesdames, merci beaucoup pour votre participation. Mesdames et messieurs, donc, je vous remercie de votre attention. Je vous dis Sahar Ramadankom et à samedi prochain.